Ce soir, bonsoir à tous et à toutes. Et ce soir, nous faisons un spécial séminaire. Bon, vous savez que tous les mois, normalement, il y a un écrivain qui est invité, mais comme on est toujours dans la période post-Covid, il y a eu des désistements, des personnes, des écrivains qui pouvaient venir, après ils ne pouvaient plus. Donc, l'idée, on l'a eue grâce à Anne Varlet, qui est aspirante analyste. J'explique au nouveau que aspirant analyste à l'APE, ce sont des élèves qui sont en troisième année et donc qui peuvent déjà aspirer à être analystes de temps en temps ou quand ils veulent. Donc Anne Varlet nous a demandé qu'elle avait un sujet qui lui trottait en tête et qu'elle voulait soulever, discuter avec ses collègues aspirants analystes et par la suite avec les analystes, avec les formateurs et avec vous tous et vous toutes. Donc l'idée ce soir, c'est de commencer avec Anne Varlet. Et j'ai demandé aux 5 ou 6 aspirants analystes qui sont là ce soir, il n'y en a peut-être pas 6, mais de parler donc du sujet que Anne nous avait dit, que la part d'ombre chez l'analyste. Donc voilà, Anne, c'est quoi la part d'ombre et d'abord pourquoi ça te, entre guillemets, tu as eu l'idée de parler et de traiter de cela? C'est à toi, Anne. C'est un sujet qui m'interpelle. Oui. Tu m'entends pas? Si, c'est bon, là, c'est bon. Tout le monde entend? Pas de problème? Donc, vas-y, Anne. Donc, c'est un sujet qui m'interpelle parce qu'il parle de discrimination positive pour moi. En effet, les contraires sont interdépendants. L'un a besoin de l'autre pour exister. Le blanc se révèle à la rencontre du noir. La nuit existe parce qu'il y a le jour. La joie n'est comprise qu'à travers les larmes. Et si chaque contraire peut suivre son autre, ils peuvent être également en symbiose comme le yin et le yang. Ainsi, le regard se tourne vers ce qui lui apparaît de façon majoritaire, mais il lui faut sonder la lumière pour y trouver l'ombre et la nuit pour y trouver sa lumière. Alors, j'aimerais commencer en fait par l'écoute d'un morceau. Alors, j'espère que vous avez bien... Attends une seconde avant, mais tu n'as pas répondu à ma question, Anne. Non. Pourquoi avoir choisi ce sujet? C'est un sujet qui me touche beaucoup parce que, mais je l'explique après en fait. Et tu parles un petit peu trop vite. Freine un petit peu dans ta parole, D'accord. s'il te plaît. C'est un sujet qui m'interpelle dans le sens où il est présent au quotidien. Alors déjà, j'ai fait l'expérience d'aller côtoyer un petit peu cette part d'ombre et c'est très, très inconfortable, mais c'est par la chute qu'on apprend à rebondir et c'est un petit peu ce principe-là en fait qui me titille. Voilà. Je ne vois pas la part d'ombre comme un frein, mais comme un moteur. Voilà. Même si c'est très inconfortable. Alors, j'aimerais bien vous faire écouter un morceau d'Olafur Arnalds qui s'appelle Happiness Does Not Wait. En fait, c'est un morceau dont je vous parlerai un petit peu après l'avoir écouté. Et alors, du coup, ça s'est arrêté. Je ne sais pas du tout si vous allez bien l'entendre parce que je ne sais pas où est le micro sur l'ordinateur. Allez, j'essaye. Vous entendez ?
Ça dure longtemps, Anne? Je vais vous le couper maintenant, sachant que vous l'avez dans le lien. Alors, pourquoi j'ai voulu en fait vous partager ce morceau? C'est parce qu'il s'appelle donc La joie ne peut attendre. Enfin, c'est comme ça que je le traduis. Et quand j'écoute ce morceau, personnellement, ce n'est pas la joie que je ressens et je ne la sens pas arriver non plus. J'aime bien ces morceaux musicaux où il y a une contradiction qui s'exprime, chanter gaiement des sujets graves ou donner pour titre joie, voilà, à des morceaux que je perçois comme tristes. C'est un petit peu comme chaque jour suffit sa peine. On n'a rien sans rien. Ça n'est pas né du fruit du pur hasard, mais plus encore ce que nous ressentons, parfois communément, parfois absolument pas. Nous nourrissons également avec ce qui se terre dans cette part d'ombre, ce qui nous émeut sans qu'on sache pourquoi, sans qu'on s'en souvienne ou sans qu'on en ait conscience. Donc, une partie de ressenti dans ce qu'on voilà, on ne sait pas d'où on tire ce ressenti. Je suis un petit peu timide, alors m'exprimer comme ça, c'est un peu compliqué ce soir. D'habitude, je me terre dans l'ombre justement et j'écoute patiemment. Ça m'arrange, j'aime préfère écouter. Donc voilà, donc revenons à cette nuit contenant une lumière, peut-être blafarde comme certains soirs où la lune se cache, peut-être claire par soir de pleine lune, et reprenons cette allégorie. Évidemment, Jung s'est penché sur cette part d'ombre. Selon lui, l'ombre représente tout ce que nous avons refoulé dans notre inconscient pour nous construire une image, une personnalité répondant à nos aspirations extérieures, aux aspirations extérieures. Elle contient donc nos imperfections. Mais quelle serait alors la part de lumière qui y siège? Quelle est cette part d'ombre? Qu'est-ce que cette part d'ombre contient en moi, en vous, en nous? Est-ce que c'est une lumière blafarde ou une lumière éblouissante que nous pouvons y trouver? Pour cela, pour expliquer la lumière, j'aimerais m'appuyer sur un conte de sagesse qui est celle du pot fêlé. Alors, je me permets de vous en faire la lecture. C'est un conte que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup les contes en général. Nous voulons tant être comme les autres. Et si nos imperfections étaient notre richesse, notre différence, notre apport au monde? Une vieille dame chinoise possédait 2 grands pots, chacun suspendu au bout d'une perche qu'elle transportait appuyée derrière son cou. Un des pots était fêlé, alors que l'autre pot était en parfait état et rapportait toujours sa pleine ration d'eau. À la fin de la longue marche du ruisseau vers la maison, le pot fêlé, lui, n'était qu'à moitié rempli d'eau. Tout ceci se déroula quotidiennement pendant 2 ans, alors que la vieille dame ne rapportait chez elle qu'un pot et demi d'eau. Bien sûr, le pot intact était très fier de ses accomplissements, mais le pauvre pot fêlé, lui, avait honte de ses propres imperfections et se sentait triste, car il ne pouvait faire que la moitié du travail pour lequel il avait été créé. Après 2 années de ce qu'il percevait comme un échec, il s'adressa un jour à la vieille dame, alors qu'ils étaient près du ruisseau. « J'ai honte de moi-même parce que la fêlure sur mon côté laisse l'eau s'échapper tout le long du chemin lors du retour vers la maison. » La vieille dame sourit. « As-tu remarqué qu'il y a des fleurs sur ton côté du chemin et qu'il n'y en a pas de l'autre côté? J'ai toujours su à propos de ta fêlure, donc j'ai semé des graines de fleurs de ton côté du chemin et chaque jour, lors du retour à la maison, tu les arrosais. Pendant 2 ans, j'ai ainsi pu cueillir de superbes fleurs pour décorer la table. Sans toi, étant simplement tel que tu es, il n'y aurait pu avoir autant de beauté pour agrémenter la nature et la maison. » Chacun de nous
avons nos propres manques, nos propres fêlures, mais ce sont chacune de ces craquelures et chacun de ces manques qui rendent nos vies ensemble si intéressantes et enrichissantes à trouver ce qu'elle a de bon en elle. Donc, à tous mes amis fêlés, passez une superbe journée et rappelez-vous de prendre le temps de sentir les fleurs qui poussent sur le côté du chemin. Alors, j'aimerais citer également Michel Audiard qui disait Bienheureux les fêlés, car ils laissent passer la lumière. Il suffirait donc d'un œil extérieur pour découvrir ce qui brille en nous. J'ai tenté l'expérience lors d'une formation. L'exercice consistait à exprimer ce qui pourrait être, selon moi, mon pire patient. Alors, on reproche facilement aux autres ce que l'on ne pourrait pas se reprocher. Et pourtant, cet exercice ne me fut pas si simple. Voyez-vous, je ne supporte pas le manque d'hygiène. Et mon pire patient serait une personne dégageant de fortes odeurs corporelles, car j'ai un nez très sensible. Alors, cependant, je ne pense pas avoir une odeur corporelle repoussante. J'ai une bonne hygiène. Alors, vous ne pouvez pas le sentir, évidemment, à travers l'écran, mais vous pouvez me croire sur parole, si je puis dire. Alors, j'ai creusé, j'ai creusé près d'une vingtaine de minutes face au silence de mon interlocuteur pour comprendre ce que cette répugnance disait de moi. Alors, ça a été un électrochoc. C'est la première fois que j'approchais ma pardon et c'était franchement pas confortable, mais très formateur. J'ai d'abord pris conscience de l'importance du sens olfactif pour moi. Je n'en avais jamais eu conscience avant. Je dirais que c'est une découverte positive. Je suis un peu stressée. Je bafouille. Je dirais que c'est une découverte positive de niveau concret. Au niveau abstrait, cela m'a également enrichi car j'ai pris conscience de mon pif, autrement dit de mon intuition, que j'ai pu développer ensuite. Mais l'électrochoc a été de découvrir une peur que j'ignorais jusque-là, la peur qu'on ne puisse pas me sentir, autrement dit d'être rejeté. Un simple exercice, pas si sûr. Ça a ouvert quand même la voie. Par la suite, j'ai continué à travailler. J'ai découvert par hasard, et j'aime bien ce mot hasard utilisé à tout va parce que pour moi, il n'existe pas. Et les bonnes choses et les mauvaises choses arrivent au bon moment. Bref, j'ai découvert par hasard à quel archétype cette part d'ombre ciblée faisait référence. C'était l'archétype de l'ermite et du sorcier. Alors l'ermite étant la partie lumière de l'ombre et le sorcier la partie ombre sans lumière. Alors il n'y a pas de bien sans mal et inversement, pas de soleil sans lune. Ainsi, l'ermite est la personne introvertie, solitaire, au monde intérieur riche et créatif, qui se perd dans ses pensées et rêveries. Une personne mal à l'aise en groupe et qui préfère y rester invisible. Le sorcier recherche, lui, son propre enrichissement et ne prend pas en compte la répercussion de ses actions sur le monde extérieur. Sa peur est d'être rejeté. Il aime le contrôle, mais déteste être contrôlé. Alors, bien sûr, il s'agit d'un résumé, hein, l'archétype étant bien plus vaste et percutant quand il s'agit du sien, n'est-ce pas? Mais creuser sa part d'ombre est un exercice inconfortable quand bien même il apporte beaucoup. Alors, ce désagrément est un long chemin. Il m'aura fallu bien plus que 2 ans pour voir les fleurs pousser le long du chemin. Et je pense que ce n'est pas terminé. Ça n'est jamais fini. Mais nous avons tous nos fêlures, nos lumières, notre goutte d'eau qui fait déborder le vase aussi. Et je souhaite clore ma présentation par un petit défi que je me lance. Tout comme le sorcier, je m'intéresse à la spiritualité, aux symboles, et je me sers de support afin d'étayer mes réflexions. Alors les voici, ces symboles de lune qui me guident vers l'ombre ou la lumière de mes réflexions. Alors, je vais vous tirer une carte du jeu de Laura Sava Dark Mirror. Ah, on ne voit rien du tout. Alors, encore une fois, faites-moi confiance. Ainsi, une carte. Alors, la traduction en est, selon moi, la face cachée du miroir, c'est-à-dire la part d'ombre. Ainsi, une carte peut amener à une réflexion personnelle, comme un petit jeu du hasard, hein, qui peut parfois éclairer ce qui se joue en nous, parce que l'on ne cesse jamais d'apprendre de tout et de tous, et de tout aussi. Je vous demande juste un petit moment, il faut que je me concentre un petit peu. Avec le stress, ça ne va pas être évident.
J'ai tiré une carte qui s'appelle Parasite. Alors, ça représente une dame de profil avec les cheveux nattés de façon large. Les couleurs sont rouge à gauche et bleu en haut à droite. Donc, elle est de profil, elle n'a pas l'air très, très vivante, cette dame. Alors là encore, ce qui me saute aux yeux, c'est assez rigolo, c'est ce rouge d'un côté, ce bleu de l'autre, avec ce personnage assez blanc au milieu qui est couvert de feuilles. Un petit peu comme un tatouage, mais elle en a dans les cheveux, donc ça ne doit pas être un tatouage. Et puis cette natte pas très bien faite, qu'on n'a pas eu le temps de finir. Ce que moi j'y vois maintenant, alors je vais encore me concentrer un petit peu. Bon, déjà, au niveau du corps, c'est une femme qui n'a pas de forme. Bien qu'elle soit toute nue, on ne voit pas, si c'est réellement une femme autrement que par la tresse qu'elle porte et ses traits qui sont plutôt féminins. Elle a les yeux fermés, la bouche close. Tu pourras nous l'envoyer après par lien, ta carte. Voilà. Vous voyez bien, Voilà. c'est pas très, très évident. On ne voit pas trop. Il faudrait que tu me l'envoies ensuite. Voilà. Il n'y a rien d'écrit sur la carte. Hein. La lune de chaque côté, c'est une série de cartes où elles ont toutes des lunes. Donc, ce n'est pas facile. Donc, je dirais qu'elle ferme les yeux face à son avenir. Elle préfère… elle tourne le dos à la souffrance, mais elle ferme les yeux face à l'avenir. Elle est un petit peu bloquée, figée dans le présent. Elle n'a pas envie de voir clair. Elle est dans une posture, on dirait une personne défunte parce qu'elle est quand même assez blanche de couleur de peau. Elle a les yeux fermés. Ça me fait penser à une personne donc, qui sort d'une grande épreuve, mais qui n'a pas encore l'énergie suffisante pour s'en dégager. Donc, qui est encore en fait dans sa zone d'inconfort. Clairement, c'est quelqu'un qui ferme les yeux sur ses possibilités aussi. Ce qu'on peut peut-être faire aussi, Anne, c'est peut-être donner la parole à d'autres personnes et qu'on revienne sur ta carte et revienne sur la conversation, ce que tu viens de dire depuis quelques minutes. Tu es d'accord? Je vais toujours continuer dans quelque chose de démocratique. Donc, je vais passer la parole aux personnes à qui j'ai appelé au téléphone ou par mail pour parler de cette soirée sur la part d'ombre. Nadia Sirène, si vous voulez parler et vous montrer, ça serait bien. Voilà, Nadia. Je restais dans l'ombre, justement, pour mieux écouter. Eh bien, moi, donc, je n'ai pas fait un travail carré, si on va dire ça comme ça. Puisqu'on parlait de l'ombre, je vais vous exposer surtout tout ce qui m'est passé par la tête. Et je reprends ce que vient de dire Anne, où il y aura beaucoup d'imperfections, puisque mon ombre contient énormément d'imperfections. Et puis c'est aussi, voilà, j'aime bien en temps normal, quand j'ai à parler, faire quelque chose de carré, structuré. Et là, bon, je me jette un peu dans le vide et voilà, je vais exposer un petit peu tout ce qui m'est passé par la tête. Donc, ce sera confus à l'image de mon cerveau parfois. Et puis, bon, ben voilà, après, s'il y a des questions, voilà. Donc, la première chose qui m'est venue en tête, c'est on appelle ombre ce qui est lumière et lumière ce qui est ombre. Cette réflexion, elle est basique parce que souvent, on fait des critiques, nous, on fait des critiques ou alors on reçoit des critiques sur ce qui, pour les uns et les autres, c'est aléatoire. Certains, ça va être vu comme une lumière, d'autres comme une ombre, quelque chose de négatif ou de positif. Donc, à partir de là, voilà, hein, c'est confus. Voilà.
Donc, pour qu'il y ait de l'ombre, il faut de la lumière, sinon ça s'appelle de l'obscurité. Donc, voilà. L'ombre se voit s'il y a de la lumière, une lumière qui éclaire, qui n'éblouit pas. Si c'est une lumière qui éblouit, on est dans l'incapacité de voir. L'ombre est un mouvement et est en mouvement. Et après, je suis partie dans l'idée du travail du psychanalyste. Voilà. Donc, l'ombre est mouvement et par là ne se situe pas au même endroit dans le travail de l'analyste en fonction de l'analysant, puisque l'analyste travaille, je pense, en tout cas, moi je le perçois comme ça, avec son ombre. Par là, j'entends avec son inconscient. Il écoute quelque part avec donc sa part d'ombre, sa part d'inconscient, et c'est ce qu'on pourrait appeler la troisième oreille que Reik, oui c'est Reik, je crois qu'il parle de ça, l'écoute avec la troisième oreille. L'ombre, pour ma part, c'est pas. L'ombre, pour ma part, c'est pas. Attendez, il y a un problème, il y a quelqu'un qui a laissé son micro ouvert. Voilà, je vois qui c'est. Voilà. Donc, quand j'ai eu à réfléchir à ce sujet, je me suis rendu compte que, peut-être à tort, je ne sais pas, hein, on est toujours en analyse et l'analyse ne s'arrête pas, mais que l'ombre, ce n'était pas quelque chose qui me faisait peur en tant que tel. Au contraire, je crois, j'aime aller dans l'ombre, dans ce qui ne se voit pas bien, ce qui paraît un petit peu caché, isolé. Et donc, voilà, l'ombre n'est pas à craindre, elle émane de nous, nous sommes faits avec l'ombre. Donc, l'ombre n'est pas de l'obscurité, ce n'est pas les ténèbres. Quand on est dans les ténèbres, on ne voit pas. On voit pas. Donc, l'affaire terre ou la terre, faire comme si nous n'avions pas d'ombre est aliénant. Il faut vivre avec, la questionner. Elle n'est ni bonne ni mauvaise. De là, j'ai pensé à Nietzsche. Et donc, le voyageur et son ombre. Alors, j'ai repris, je vais vous le lire, c'est pas long, juste le début. Donc, c'est l'ombre, c'est un dialogue entre l'ombre et le voyageur. Donc, l'ombre. Il y a si longtemps que je ne t'ai pas entendu parler. Je voudrais donc t'en donner l'occasion. Le voyageur. On parle? Où cela? Et qui? Il me semble presque que je m'entends parler moi-même, seulement avec une voix plus faible encore que n'est la mienne. L'ombre après une pause. Ne te réjouis-tu pas d'avoir une occasion de parler? Le voyageur. Par Dieu et toutes les choses auxquelles je ne crois pas, mon ombre parle. Je l'entends, mais je n'y crois pas. L'ombre. Mettons que cela soit et n'y réfléchissons pas davantage. En 1 heure, tout sera fini. Le voyageur. C'est justement ce que je pensais lorsque dans une forêt, aux environs de Pise, je vis d'abord 2, puis 5 chameaux. L'ombre. Tant mieux. Tant mieux. Si nous sommes patients envers nous-mêmes, tous deux, de la même façon, une fois que notre raison se tait, de la sorte, nous n'aurons pas de mots aigres dans la conversation et nous ne mettrons pas aussitôt les poucettes à l'autre. Et si par hasard ces paroles nous sont incompréhensibles, si l'on ne sait pas répondre du tac au tac, il suffit déjà que l'on dise quelque chose. C'est là la juste condition que je mets à m'entretenir avec quelqu'un. Dans une conversation un peu longue, le plus sage même devient 1 fois folle et 3 fois niais. Ce dernier passage de l'ombre, voilà, je trouve qu'il y a un parallèle avec le travail analytique. Enfin, pour moi, moi, je vois une cause à effet, je ne sais pas si c'est clair. Voilà, hein, grosso modo. Après, j'ai pris d'autres notes, mais vu que c'est tellement brouillon, je n'ai pas envie de vous saouler. Non, mais c'est très bien, Nadia. On va continuer au fil de la soirée, et puis vous pourrez revenir. J'avais eu qui après? J'ai eu Céline Fauvel. Céline, c'est à toi. Céline a disparu.
Céline. Bon, pas de Céline Fauvel. Thibaut, tu es où? Tu es là? Ah non, alors Céline. Céline, faut Parce mettre. que j'avais laissé mon micro coupé. C'est pour ça. Vas-y, Céline. Voilà. Vas-y, Céline. Bonsoir. Après, Thibaut. Voilà. Ok. Alors, J'allais de couper l'herbe sous le pied. Allez, vas-y, Céline. alors, C'est à donc, toi. quand tu m'as appelé, effectivement, sur la part d'ombre du psychanalyste, tout de suite, ce qui m'est venu à l'esprit, c'est comment elle se joue du point de vue psychanalytique avec le patient. C'est-à-dire comment se joue ma part d'ombre quand elle va rencontrer celle du patient. Parce qu'effectivement, elles vont se mettre en interaction, ces parts d'ombre. Et donc, comme elles vont se mettre en interaction, il y aura la sienne, la mienne. Et je me dis, bon, bah là, il va se passer quelque chose. Faut que je regarde un peu. Je n'avais pas pensé précédemment. Parce que tu as bien ajouté la part d'ombre du psychanalyste. Et c'est ce qui m'a renvoyé, parce que tout de suite, si j'avais lu que la part d'ombre, c'est évidemment par rapport à moi, le parti obscur, négatif. Et après, donc, je me dis, mais non, c'est la part d'ombre du psychanalyste avec son patient. Et là, ça m'a renvoyé le fait qu'il ne faut pas que ça fasse du punching ball, justement. Je te renvoie mon nom et il faut que ce soit un travail psychanalytique. Donc, évidemment, ça m'a donné envie d'aller voir, quand on parle de la part d'ombre, donc l'archétype de l'ombre, vu par Jung. Alors là, je pensais qu'on allait tout de suite. J'ai quand même noté les phrases basiques parce qu'en fait, il a énormément travaillé. C'était quelque chose d'important dans ses archétypes et vraiment très, très important, en fait. Et donc, je vais reprendre vite fait pour redonner ce que ça représente, en fait, chez lui. Alors, c'est un peu comme tout à l'heure, j'ai pris plein de notes partout et donc l'archétype de Jung. Donc l'ombre représente ce que nous avons refoulé dans l'inconscient par crainte d'être rejeté par les personnes importantes de notre vie. Donc les parents, les enseignants, mais également dans la communauté dans laquelle nous avons grandi. Ça fait aussi partie d'un tout. Et donc, ces parties reléguées de nous-mêmes peuvent apparaître redoutables ou honteuses, évidemment. Donc, ça, c'est ce qui va faire de ce qu'on. Donc, comment on va les avoir intégrées. Et donc, elles vont se manifester sous forme de jugement, des rejets, des peurs, des projections. Et tout ça va se faire si on n'a pas fait son travail, justement, sur notre part d'ombre. Donc, la meilleure façon de les conscientiser, c'est de travailler dessus et de trouver la lumière de cette histoire, en fait. Parce que l'ombre, donc selon, c'est la part invisible, mais c'est quelque chose d'inférieur, de primitif, comme disait Jung, d'inadapté et de malencontreux, mais non d'absolument mauvais. Et là, j'ai compris maintenant pourquoi il disait que c'était pas si mauvais que ça, en fait. Et qu'il n'y avait pas de lumière sans ombre et pas de totalité psychique sans imperfection, ce que disait tout à l'heure aussi. Pourquoi sans imperfection? Donc ça, c'est dans son gros travail, sinon c'est dans son livre sur l'âme et la vie. Son travail, c'est dans son livre-là. Alors, voilà, donc il disait aussi, sans émotion, il est impossible de transformer les ténèbres en lumière et l'apathie en mouvement. En fait, il faut, donc de ce que j'en ai retenu, il faut mettre l'homme en face de son ombre. Et si on voit l'ombre, il y a quelque chose de projeté avec. Il faut faire avec, mais il ne faut pas... il faut voir ces deux côtés-là et ne pas passer au-dessus. Donc, je ne sais pas si c'est très clair ce que je dis par rapport à ça. Parce qu'elles sont riches si on apprend à les pacifier, en fait, quand on va travailler avec. Parce qu'il ne faut pas rester englué à l'intérieur de tous ces ratés, de tout ce qu'on n'a pas réussi et de ne pas le cacher, de rajouter une couche supérieure dans notre ombre. Mais bien au contraire, parce que là, du coup, on va aller dans ce que Jung a appelé du côté du persona. On va donner une face de quelque chose, mais qui n'est pas nous, en fait. Et donc, ça va nous rajouter une couche, une épaisseur de supplément. Par contre, si on travaille dessus, qu'on l'accepte et qu'on fait avec, on n'aura plus toutes ces peurs parce qu'on va tomber le masque, justement. Et tomber le masque part aussi, à mon avis, sur le fait de les inclure. On va les inclure et c'est ce qu'il expliquait aussi, que ça va éviter de projeter sur les autres, c'est le méchant, on va avoir une bête noire, même dans l'entreprise, il y aura des conflits. Et
Et là, c'est ce que aussi reprenait Jung sur ce qu'il disait, le travail autour de l'éternelle histoire de la poutre et de la paille, en fait. Donc, si on n'a pas dépassé ou intégré tout ça, en tout cas. Donc, l'ombre, ça va incarner notre inconscient personnel aussi. Les côtés mal aimés de nous-mêmes, que nous tentons en vain d'essayer d'éliminer de nos vies. Et c'est comme ça qu'on les projette sur les autres si on ne les a pas correctement travaillés. Donc, il faut les reconnaître, quoi. Donc, la plupart du temps, nous projetons notre ombre sur autrui, en fait. Et cette projection de toutes nos négativités, ça va les alimenter, toujours sur le côté négatif, si on ne les a pas intégrés. Et pour les intégrer, donc là, il faut aller chercher... donc, ce côté-là n'est pas si négatif que ça si on chercher si on veut l'éclairer, en fait. Ça va nous permettre donc à notre conscience de grandir, parce qu'on va aller plus dans notre royaume intérieur, plus être en phase avec nous-mêmes. Et plus on va aller dans notre royaume intérieur, plus on va aller vers cette énergie qui nous appartient. Ça va nous permettre justement de retrouver notre énergie originelle qui va porter qui nous porte toute notre vie, en fait, et il faut trouver cet équilibre-là, ce qu'on retrouvera dans l'homéostasie. Et donc, c'est un tout, mais pour intégrer ce tout-là, il faut en faire, encore une fois, il faut accepter nos parts d'ombre, en fait, et les travailler avec, et de ne pas en avoir peur, en fait, et d'accepter un peu tout ça. Donc, je ne sais pas si c'est très clair ce que j'ai dit, mais en tout cas, voilà un petit peu. Alors oui, du coup, ça m'a donné aussi les parts obscures, on les retrouve sur Dark Vader, par exemple. De sa part d'ombre, il en a fait quelque chose, il a gardé ses épaisseurs, et après, c'est devenu dans l'obscur, justement. Et il y a aussi le miroir de Blanche-Neige. La reine, en fait, elle est méchante. Et donc, ce miroir-là sert de ressortir sa méchanceté. Et puis, donc ça donne sa véritable, justement, ce personnage, là, il va tomber. Et je trouvais aussi dans La Belle et la Bête, on a voulu en faire un personnage horrible, parce qu'en fait, il n'était pas gentil. Du coup, voilà, on en a fait une bête, quelque chose de bestial en lui, et d'inesthétique. On avait même rajouté le côté inesthétique. Donc, toute cette part d'ombre, en fait. Et puis, évidemment, on a envie de parler de l'étrange cas du docteur Jekyll et de monsieur Hyde, parce qu'évidemment, lui, il a carrément fait une potion. donc, voilà, donc ça va me donner aussi d'aller voir un peu ce qui s'est fait dans toutes les histoires, mais aussi dans les contes, dans les films. Ça sert aussi quand on veut, voilà, on peut trouver la lumière, mais on peut aussi travailler plus le côté. Mais il y a toujours une histoire qui se termine bien quand on va du côté de la lumière, justement. Donc, il y avait un petit peu toutes ces... Il faut aller travailler sur ces profondeurs et d'aller plus proche de son inconscient pour faire avec. Donc, c'est un peu tout ça que j'avais envie de dire ce soir. C'était à peu près clair. Mais il y avait beaucoup de choses. Merci, voilà. Céline. Et ça vient droit du cœur. C'était très intéressant. Thibaut, c'est à toi. Vas-y, Thibaut. Bonsoir. Moi, je voulais revenir sur un détail qui m'a un peu surpris, questionné quand Stanislas m'a proposé ce sujet. C'était en fait ce qu'était la part d'ombre du psychanalyste. Et j'en suis arrivé à une petite conclusion, que ça pouvait être le syndrome du sauveur. Une espèce de syndrome qui force les gens à vouloir aider autrui. Et quelles sont nos raisons qui nous poussent à vraiment vouloir être psychanalyste. Et j'ai l'intime conviction, alors là, je ne vais pas sourcer ce que je dis comme mes camarades juste avant, je n'ai pas d'extrait, je n'ai qu'une réflexion personnelle sur le sujet, c'est-à-dire que pour être psychanalyste, il me semble qu'il faut avoir envie d'être à côté de l'autre. On parle de psychologie clinique ou de clinique d'accompagnement, être à côté, clinique voulant dire être à côté d'eux, mais tout en sachant qu'on ne peut pas aider. Et que justement, il y a une grande différence entre vouloir aider, être le sauveur, et être psychanalyste. Finalement, la part d'ombre pourrait être aussi ça. C'est celle qui nous construit autour de l'envie d'aider, l'envie d'accompagner, l'envie de faire à la place d'eux, de donner des conseils. C'est très complexe d'avoir
une limite sur cette jonction-là, surtout dans le transfert. C'est-à-dire quand on crée une relation qui est nécessairement sentimentale, qui est nécessairement amoureuse, comment gérer un contre-transfert pour ne pas être dans cette position du sauveur, comment ne pas être celui qui va conseiller, qui va aider, parce que quelque part, on peut, je vais dire, on a beaucoup d'exemples où il y a des glissements. Il y a des grands classiques de la littérature psychanalytique où on voit des glissements, où on voit du conseil, où on voit des gestes, où on voit de la tendresse. Elle existe, c'est humain, c'est normal. Mais la part sombre du psychanalyste, pour moi, ce serait celle où le psychanalyste sort de sa posture. Il sort trop de sa posture. Et finalement, dans les questionnements que l'on a, psychanalyste, jeune psychanalyste, futur psychanalyste, où est-ce qu'on se positionne? Comment est-ce qu'on peut être accompagnant, mais en sachant qu'on ne peut pas faire à la place de l'autre et qu'on ne peut pas le conseiller. Et que ça fait aussi partie du travail de savoir ne pas s'abandonner soi-même pour se préserver et abandonner un peu l'autre sur certaines mesures. C'est ce qui m'a semblé voir, moi, souvent dans la psychanalyse lacanienne, qu'il y avait une distance, un dédain. Peut-être même quelque chose qui était un peu hautain. Est-ce que ce ne serait pas au contraire quelque chose qui l'a construit pour se protéger, au-delà du personnage? Parce que quand on a trop d'affect aussi, il y a une part qui nous vampirise, qui peut nous vampiriser, nous aspirer. Voilà. C'était juste ma petite contribution. Une belle contribution, Thibaut. Delphine Hérodé, c'est à toi. Alors, bonsoir à tous. Alors, je suis un peu embêtée parce que Céline m'a un peu coupé l'herbe sous le pied dans le sens où j'avais fait pas mal de recherches. J'avais aussi noté des petits morceaux de l'âme et la vie de Jung et j'avais noté justement qu'il parle de la part d'ombre qu'on a tous et qu'on ignore et qui peut ressortir chez nous par des troubles, que ce soit des troubles mineurs, mais aussi des troubles obsessionnels des fois ou d'autres troubles. Voilà. Quand Stanislas m'a appelé, moi j'ai pensé à la lune et au soleil, donc ça rejoint un peu Anne. J'ai pensé aussi au doute qu'on pouvait avoir. Alors moi je suis aspirante, mais je me suis dit qu'est-ce que ça fait quand on se retrouve en face d'un patient et que nous-mêmes, par exemple, on peut être dans un moment de vie où finalement mais ça, Stanislas m'en a parlé aussi, mais disons que moi, j'avais ce questionnement déjà, de me dire, si un jour, on a des doutes ou qu'on ne se sent pas très bien, comment on peut switcher et être vraiment en place face aux patients. Donc, je me suis posé cette question. J'avais pensé aussi à Dark Vador, parce que Vador, c'est quand même le côté obscur, donc forcément l'ombre, et je me dis qu'on a parfois tous un côté Vador. Il y a quand même des choses qui font que, alors on est, heureusement pour nous, j'espère, pas aussi perché que lui, mais disons que il y a quand même ce côté des fois où en fait on projette aussi l'ombre sur les autres. Donc j'ai pensé à ça. Et alors j'avais pensé à Blanche-Neige au miroir, donc ça je vous le dis pas puisque Céline l'a dit aussi. Voilà, j'ai pensé à pas mal de contes. Et j'ai aussi pensé à l'ermite et aux prisonniers aussi. Parce que parfois, même en étant psychanalyste, parfois on se sent un peu plus solitaire ou un peu plus prisonnier de nos vies selon comment elles évoluent. Et comment, face aux patients, on peut faire fi de ça pour qu'ils se sentent à l'aise et que nous, tout ça, ce soit loin de nous au moment de la séance, en fait. Alors, c'est que des questions, bien sûr. Je n'ai pas encore de réponse, mais j'ai pensé à tout ça. J'ai pensé aussi à une belle histoire de création qui est celle de Pina Bausch, qui était quand même quelqu'un qui a créé une chorégraphe allemande, je ne sais pas si vous connaissez, mais qui en fait a créé quand même à ses débuts des pièces assez sombres, du théâtre dansé assez sombres, et puis qui au fil de sa vie en fait a créé des pièces de plus en plus gaies. Et je pense que cette femme étant allemande et ayant vécu
quand même, ayant grandi à la fin de la guerre et ayant vécu toute la culpabilité allemande, à mon avis, elle a dû, vraiment faire fi de sa part d'ombre au fil du temps pour pouvoir créer des pièces dansées beaucoup plus gaies. Et ça, je pense que c'est un bon exemple de l'instinct aussi, et que peut-être les psychanalystes ont ça en eux. Ce serait un peu notre ombre et notre lumière, le côté sauvage qui nous sauverait un peu et qui nous permettrait de créer et d'être bien au moment des séances. Voilà, je me suis dit tout ça, mais c'est un peu brouillon, comme Nadia, comme ça elle sera rassurée. et voilà. Ce sont des brouillons qu'on aime entendre. Et sinon, je voulais seulement dire à Anne, parce que la petite musique de la Fur Arnals qu'elle a passée, en fait, Happiness Does Not Wait, moi j'ai eu l'occasion de danser dessus il y a 4 ans pour une pièce, et c'était l'histoire d'une marionnette qui a été abandonnée par son marionnettiste. Et en fait, comme elle en avait marre, elle reprenait vie malgré lui, et elle arrivait à sortir de sa boîte. Et donc, voilà, cette petite musique qui est quand même un peu tristounette, d'un coup, devenait quand même une musique d'espoir. Voilà. Merci Delphine. Vraiment, merci. Barbara, tu as eu le temps de préparer quelque chose? J'ai réfléchi, j'ai fait mes petites recherches. J'ai commencé, comme souvent je commence, par l'étymologie du mot. Je suis assez technique, j'aime bien linguistique, donc j'ai fait mes recherches par rapport à ce signe, l'ombre, qu'est-ce que ça veut dire, d'où vient ce mot. Donc ça vient du latin, comme souvent dans notre langue. Et puis après, j'ai commencé à rentrer dans les détails, le signifiant et signifié. J'aime beaucoup aussi cette notion que Lacan il a bien développée. Donc, qu'est-ce que ça veut dire pour moi, ce signe ombre en tant que signifiant, c'est-à-dire l'image acoustique de mots, et en tant que concept. Et pour bien dire, quand Lacan il a parlé aussi, bien dire, c'est-à-dire trouver le sens dans ce mot l'ombre pour moi. Donc, après, je cherche le sens propre et le sens figuré de ce mot. Donc, il y en a beaucoup pour tout le monde. Chaque personne, en fait, va trouver son concept propre, son concept figuré, psychanalytique, philosophique. Donc, pour moi, l'ombre, c'est un effet de la lumière, en fait, parce que quand il n'y a pas de la lumière, il n'y a pas d'ombre, mais il y a un objet entre ces deux phénomènes. Il y a la lumière, il y a l'objet qui fait qu'il y a l'ombre. Donc, trouver cet objet, c'est ça qui est intéressant. Et cet objet, pour moi, ce sont nos défenses. Donc, c'est Freud qui parle de défense, il y en a une vingtaine ou même plus, chacun de nous, refoulement, sublimation, il y en a beaucoup, je n'ai pas encore révisé tout ça. Donc, chacun de nous va trouver ses propres défenses qui sont dans notre ombre grâce à cet objet qui nous fait cette ombre. Et puis après, je suis partie vers justement la place de la psychanalyste, comment accueillir l'ombre des autres et comment travailler sa propre ombre. Parce que même si on va faire 20 ans en psychanalyse, tout est en mouvement et notre ombre change. Il va être toujours, on ne va jamais se débarrasser de lui. C'est pour ça que j'ai commencé à chercher comment Freud, parce que Jung c'était après, mais comment Freud au début il a perçu cette partie l'ombre chez lui. Donc c'est le contre-transfert qui fait qu'on projette sur les patients cette ombre, et pour ne pas projeter le maximum, au minimum, faire le minimum, il a parlé de cette attention flottante. Voilà, c'est ça qui fera que notre ombre va être peut-être endormie à un moment donné, c'est-à-dire
on va accueillir les émotions de l'autre, on va essayer de comprendre, mais on ne va pas réveiller chez nous. Donc, cette attention flottante, je vais vous lire un petit fragment, comment Freud il parle de ce phénomène, surtout quand on accueille pendant la journée beaucoup de patients. Donc, tout ça se mijote, ça s'enchevauche, tout ça s'enclenche et tout ça se mélange en fait, nos ombres, nos transferts, nos contre-transferts. Donc, je trouve un fragment que j'aime beaucoup, qui me parle, qui était écrit dans un article « Conseil aux médecins dans les traitements psychanalytiques » qu'on trouve dans le livre « La technique psychanalytique » en édition Pouf en 2013. Donc, la première tâche devant laquelle se voit placer l'analyste, qui traite plus d'un malade par jour, lui apparaîtra comme le plus difficile. Elle consiste en effet à garder en mémoire tous les innombrables noms, dates, détails de souvenirs, des idées incidentes et productions morbides pendant la cure qu'un patient avance durant des mois et des années, à ne pas les confondre avec un matériel similaire provenant d'autres patients analysés en même temps ou auparavant. Donc, c'est la preuve que vraiment, pendant plusieurs séances de plusieurs patients, il faut qu'on soit vraiment vigilant pour ne pas faire ce mélange des ombres, de transfert contre transfert. Donc, c'est la mémoire qui est très importante. C'est-à-dire, il conseille même de faire des notes pour ne pas se tromper après, pendant les suivantes séances. Et avec cette attention flottante, le psychanalyste prend une position d'une ouverture totale dans son écoute. C'est ça qui est le plus important, en fait. Le psychanalyste prend une position d'une ouverture totale dans son écoute. C'est ça, cette attention flottante. Il est important de ne pas attacher une importance particulière à rien de ce que nous entendons exprimer par les patients. Aussi, nous économisons nos efforts d'attention. De ne pas choisir parmi le matériel fourni celui qui nous touche le plus, afin de ne pas omettre celui qui n'obéit pas à nos propres tendances, nos inclinaisons. Notre attention voulue pourrait falsifier le message exprimé par le patient. N'oublions jamais que la signification des choses entendues ne se relève souvent que plus tard. Donc, j'attire mon attention et la vôtre aussi de travailler cette attention flottante pour que mon ombre reste le plus caché pendant les séances. Parce que le travail de mon ombre, c'est avec mon superviseur, en fait. C'est le patient qui travaille pendant les séances et mon ombre, je travaille après les séances ou avant la séance avec mon superviseur. Donc, c'est aussi cet proverbe latin qui me vient à l'esprit, primum nocere, c'est-à-dire, premièrement, il ne faut pas nuire, c'est-à-dire ne pas projeter sur les patients nos propres ombres. Ben voilà. Merci beaucoup, Barbara. Excusez-moi, je suis un peu perturbée. Voilà, c'est pas simple, bien, mais j'espère que c'était compréhensible. Très compréhensible, Barbara. Merci beaucoup. Delphine Hérodé. Non, Delphine Fage, pardon, je me trompe de Delphine. Delphine Fage, pardon. Allez-y. Oui, alors pas mal de choses déjà ont été dites. Mais quand j'ai lu La part d'ombre du psychanalyste, la chose à laquelle j'ai pensé en premier, c'est le contre-transfert. Alors, pas mal de personnes ont déjà parlé de ça, donc je ne vais pas non plus m'étaler dessus. Et ensuite, j'ai réfléchi à la part d'ombre dans la pratique de la psychanalyse au sens plus général.
Et déjà, ça dépend ce qu'on entend de la part d'ombre, à quel point elle est opaque, l'ombre. Et aussi, est-ce parfois une ombre volontaire? C'est-à-dire que le psychanalyste, il se met en retrait pour que la parole du patient se déploie. Et si je puis dire, il se met dans l'ombre. Alors, est-ce qu'il est à l'ombre de la parole du patient? Est-ce qu'il est dans l'ombre du divan? En tout cas, il est quelque part. Il est présent, mais de manière... dans une attention flottante, pour reprendre l'expression de Barbara précédemment. Et ensuite, pour ce qui est du psychanalyste également, on ne peut jamais être analysé à 100%. Il y aura toujours des résistances, toujours des défenses, peut-être même des espaces souffrant d'analyse et devant rester non analysés. Et peut-être que ces espaces-là sont aussi des espaces qui sont source de pulsions et qui peuvent être tout à fait moteurs. Et une autre réflexion que j'avais eue également par rapport à la pratique analytique, c'est que le cabinet, c'est un espace d'intimité. Et l'intimité, c'est quelque chose qui ne s'expose pas à la vue de tous. Donc, c'est un espace assez ombragé. Et alors, est-ce que le psychanalyste, finalement, n'est pas un homme avec un grand H d'ombre? Voilà, je crois que j'ai fait à peu près le tour de ma réflexion. Merci Delphine. J'ai vu que Virginie Meglet était avec nous. Est-ce qu'on peut avoir la parole de quelqu'un qui écrit des livres et qui a une assurance? Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu en penses, toi, de la part de l'ombre de psychanalyse, Virginie? Mets le son. Tu n'as pas mis le son de ton appareil. Il faut mettre le son. Voilà. Voilà. Bon. Voilà. Bonsoir tout le monde. Non, d'abord, ce que j'ai envie de dire, c'est que je suis très, très agréablement surprise par la richesse et la complémentarité des différentes interventions, réflexions, comment aussi chacune, d'une façon à la fois s'approprie, pense à titre vraiment personnel cette notion. Et je me disais, moi, ça me réjouit de voir comme ça qu'il y a un tel enthousiasme, une telle intelligence. Bon, je ne vais pas en dire trop, mais je le pense quand même. C'est le premier. Donc, à partir de là, je ne sais pas, j'ai pas trop. Je me dis, j'ai presque envie de rien rajouter. Sauf, je dirais juste que le côté ombre, on a trop. Justement, la part d'ombre, c'est. Je veux dire, c'est tout. Il y a le côté où il faut faire attention quand on dit effectivement pas de projection, primum non nocere, en effet, mais en même temps, l'ombre est vraiment quelque chose d'extrêmement beau aussi. Disons, c'est aussi l'inconscient. Hein. Et je dirais pas que l'inconscient freudien au niveau du refoulé, parce que le refoulé, c'est souvent lié à la honte, malgré tout, au danger. Mais donc, je pense que en pensant, bon, Jung parlait de la conjonction des opposés. Moi, au-delà, j'ai évitons les opposés. C'est-à-dire que la nuit, pour moi, n'est pas opposée au jour. Voilà, et donc, l'ombre, c'est aussi tout ce creuset magnifique, se mettre à l'écoute de ce qui est de l'ombre, c'est à l'écoute donc de l'inconscient. Et c'est ce qui va effectivement déboucher sur la lumière, voyez aussi, hein, et nous permettre en allant creuser dans notre inconscient et comment on va élargir notre conscience, mais en faisant bien attention à ne jamais opposer l'un à l'autre. Enfin, après, en ce qui me concerne, je ne dirais pas comme conseil ou suggestion, mais c'est plutôt comme une invitation. Le jour n'est pas opposé à la nuit. Hein, l'un ne va pas sans l'autre, et il y a sans arrêt ce mouvement, voilà. Donc, oui, donc en tant que psychanalyste, à partir de là, moi, c'est inviter la richesse à découvrir cette richesse de l'inconscient. C'est merveilleux, c'est extraordinaire. Moi, je pense qu'on vit autant la nuit dans ses rêves que le jour. Il y a pas, et vraiment, que cette vie-là nous nourrit. Enfin, c'est pas s'interdire la nuit pour vivre le non, c'est
comment le jour est éclairé par la nuit, on pourrait dire. Donc, la lumière se fait aussi, voilà, comment le… Et donc, à partir de là, c'est cette invitation que j'ai envie de faire. Et puis, en effet, oui, à part le côté ombrageux, à ce moment-là, le projet, ben oui, faire attention, comme ça a été suggéré là, dans le contre-transfert. Mais à ce moment-là, je dirais, c'est l'ombre, mais je dirais, c'est sa noirceur, c'est son amertume, c'est tous ces mauvais sentiments. Mais je pense que voilà, je n'ai pas envie de réduire l'ombre au côté négatif. Voilà, c'est ça que je peux que je pourrais dire. Mais je te remercie, je suis ravie de vous entendre. Merci beaucoup à toi, Virginie. Bicéra, peut-être, tu vas nous dire quelque chose? Merci pour toutes ces interventions qui sont très riches. J'avais envie de partager justement la place du psychanalyste auprès des patients et des analysants. Je considère le psychanalyste un peu comme le phare dans le brouillard. Le phare qui fait des tours et des détours et qui va éclairer justement le paysage intime, le paysage interne, et qui va éclairer les parts ombragées, impensées, non digérées des patients qui sont en souffrance. Et du coup, le rôle du psychanalyste, il me semble que c'est de découvrir avec l'analysant justement les process, les décharges émotionnelles, quelque chose d'une libération émotionnelle qui est impensable et impossible à des moments en dehors du cabinet. Et là, on crée avec le patient quelque chose de l'abréaction. Et ça, c'est quelque chose de libérateur, quelque chose qui vient peut-être parfois de l'archaïque, de l'infantile, des paysages vraiment… et là, je vous renvoie, j'arrête pas de parler de Mélanie Klein et de Bion, leur théorie de l'appareil psychique, la construction même de l'individu et de son appareil psychique. Et il y a toute la censure à dépasser par rapport à tout ce qu'on a pu vivre de façon traumatogène et traumatique. Et pour moi, ça m'évoque tout ça. Lorsque l'affect se libère, quand il y a une verbalisation, de nommer les choses, de mettre des mots. Et puis Lacan disait « mi-dire ». On ne peut pas tout dire. C'est difficile d'accoucher de quelque chose de douloureux et ça prend du temps parfois. Parfois, ça prend des années de sortir quelque chose de très éprouvé et éprouvant. Et voilà, ça m'évoque tout ça. Merci. Merci, Bicéra. Tiens, on va demander à avancer. Marie-Josée. Bonsoir, Marie-Josée. Mets ton micro. Bonsoir, Stanislas. D'abord, oui, vraiment, c'est formidable d'entendre tout le monde. Je suis oui, très contente, c'est très riche. C'est comme Virginie, je trouve ça formidable, cette réflexion. Et je commencerai par répondre à Anne par cette part d'ombre. Je dirais que Jung, lui, parle, l'ombre, c'est une structure définie par le dynamique, par la force, donc quelque part qui amène à la lumière peut-être. Jung le voit aussi par ça, quelque part cette nécessité. Je dirais que bien sûr les psychanalystes aussi, pendant un temps, ont travaillé sur leur part d'ombre et on a ça, je suis d'accord, on n'a jamais fini. Je dirais qu'avec les patients, ils nous apprennent beaucoup parce qu'il arrive un moment où on partage ce moment d'ombre avec eux. Et on partage ensemble et j'ai envie de dire, on avance ensemble. Et il se passe toujours quelque chose, comme dit Nasio, de conscient à inconscient. Là, on est avec l'émotion de l'analysant et lui-même nous fait avancer, nous fait chercher ensemble et voilà, et on arrive on espère pour la suite à, voilà. La part d'ombre de psychanalyse, c'est quand elle le partage, quand il le partage, c'est son importance, je dirais, pour l'amener à une lumière, une connaissance de lui, à une découverte de sa propre réalité qui va lui permettre de créer autre chose, de s'ouvrir à un autre chemin. Voilà comment je vois en gros les choses, Stanislas. Merci. Merci Marie-Josée. Je vais demander à Isabelle Bidot de nous dire quelque chose sur la part d'ombre du psychanalyste. Excuse-moi Stanislas, je peux parler? J'avais oublié que je disais bien évidemment qu'un psychanalyste a besoin d'un superviseur.
c'est une nécessité justement pour cette part d'ombre. Merci, excuse-moi. Merci Marie-Josée. Isabelle Bideau. Oui, bonsoir. Alors moi, je ne sais pas ce que je vais pouvoir dire, mais je suis tellement contente de pouvoir aborder ça. Pour moi, c'est vraiment la psychanalyse, quoi. C'est-à-dire, c'est vraiment ce qui s'opère entre deux individus. Et pour moi, c'est vraiment le partage aussi. Je rejoins Marie-Josée là-dessus. Le partage de ces zones, justement. Enfin, dans les séances là, que je fais, je me rends bien compte, même s'il y a cette écoute flottante et cette vigilance, entre guillemets, pour ne pas interpréter rapidement, etc. Mais il y a ce partage-là, c'est très important parce que c'est quand même une histoire du passé, quoi. C'est l'essence même du passé, de l'individu, de son vécu qui est là. Et puis aussi, même si c'est nié ou réprimé ou ignoré, enfin toutes ces parts en question, elles se composent de ses propres désirs. Et ça, je crois qu'on n'en a pas fini avec ça, enfin, tout au long de l'analyse de ses désirs, de ses peurs, etc. Bon, ça a déjà été évoqué, voilà. Et qu'est-ce que je voulais dire? J'avais noté aussi, moi, de mon côté, hein, je prends mes petites notes aussi. Oui, que l'ombre abrite aussi ce côté-là de nous-mêmes qui n'a pas encore été travaillé. Ça aussi, c'est important parce que ce sont quand même des choses qui n'ont pas encore été dépassées, donc mises en lumière, donc conscientisées, et que justement, l'expérience du patient nous amène également à revoir, avec lui, toutes ces parts encore justement ombragées, et soulève. Et justement, le fait que ce soit chez soi permet également d'orienter et de guider, comme le phare aussi. J'ai beaucoup aimé cette parabole-là du phare qui éclaire. Pour moi, c'est vraiment ça, quoi. Voilà, enfin bon, il y a tellement à dire. Merci. Merci Isabelle. Sabrina, la part d'ombre de l'analyste. Bonsoir Sabrina. Bonsoir, tu m'entends? Oui, on t'entend très bien. D'accord, j'ai eu un petit souci de connexion, c'est pour ça. Donc, mon avis, alors la part d'ombre du psychanalyste, alors c'est quelque chose que j'ai l'impression de voir tous les jours dans mon quotidien. Donc, effectivement, il y a l'idée déjà de se faire interroger soi-même dans sa pratique en ayant ce vécu, donc des personnes qui viennent vous voir. Maintenant, effectivement, la part d'ombre, c'est aussi quand même ce désespoir un petit peu ambiant qu'il s'agit de faire naître, de faire, on va dire, émerger. Donc, la part d'ombre dans la lumière, de distinguer les deux, en fait, je trouve que c'est un peu péjoratif. Donc, je trouve que c'est beaucoup plus intéressant de mélanger les deux. Pourquoi? Parce que ça doit être une métamorphose, justement. Cette part d'ombre, elle doit être acceptée, elle doit être assumée et elle doit être avant tout mise en avant. Donc, c'est toujours compliqué quand on travaille avec un ego, finalement, de se dire, bon, alors ça, c'est bien, mais ça, c'est pas bien. Et en même temps, ça crée du coup un déséquilibre profond. Et là, on va dire, le psychanalyste peut être dans un moment de doute parce qu'on voit, on peut dire, la fragilité la plus essentielle, en fait, chez l'individu, et surtout le manque à être qui existe dans une personnalité dépressive, par exemple. Au-delà de tout ça, il s'agit donc, comme je le disais, de faire une métamorphose pour transformer donc cette énergie néfaste en quelque chose qui va lui permettre de se transcender lui-même et de devenir finalement enfin lui-même au bout de tout ça. Donc maintenant, toutes les métaphores avec le pot cassé, il y a beaucoup aussi avec cette idée de réparer avec de l'or, etc., pour mettre en valeur, parce que finalement, quand la tristesse, le désespoir, l'ombre, on va dire toute la pure sauvagerie, folie humaine même, va se retrouver comme dans l'art
comme dans la musique, transformée en quelque chose de sublime. Sauf que dans la profession, justement, on a de la chance de pouvoir voir ça finalement au quotidien. Et cette part d'ombre qu'il s'agit de supporter vis-à-vis de soi-même en tant que psychanalyste, c'est justement de dire, certes, les journées sont longues, on entend des horreurs toute la journée, donc au bout d'un moment, ça peut devenir lourd. Après, il faut quand même se dire que finalement, cette lourdeur, c'est à nous aussi de l'évacuer pour se dire, non, on va l'aider à transformer la chose, justement. Il vient nous voir pour ça. Donc, il s'agit de transformer cette ombre vers quelque chose qui serait, comment je pourrais dire, un autre éclairage encore. Mais qui va être beaucoup plus lumineux et intéressant d'un point de vue humain, d'un point de vue existentiel. Et le fait de voir comme ça quelqu'un de pouvoir se transformer, c'est ça qui motive, on va dire, chaque matin. Pourquoi? Parce que cette part d'ombre, elle est tellement lourde à vivre pour eux qu'il s'agit de faire en sorte qu'elle se décharge et qu'elle se modèle, en fait, comme de la poterie, en fait. On va dire que tout est une espèce de vase au début, on ne sait pas trop ce que c'est, et au fur et à mesure, il faut essayer de construire ça avec la personne, de voir, parce que forcément, vous ne savez pas quelle est exactement cette part d'ombre, parce que lorsqu'il vous évoque la part d'ombre, c'est encore une autre part d'ombre qui se cache derrière, qui est pire, mais qu'il n'ose pas forcément assumer encore. Donc, vu qu'il y a différents états, enfin, degrés de lecture, j'ai envie de dire, la part d'ombre, elle est vraiment dans cette idée de se dire, je vais l'exploiter. Donc, même quand c'est lourd, prenez-vous une soirée tranquille, j'ai envie de vous dire, pour vous reposer, mais dites-vous que votre mission en tant que psychanalyste, elle est importante parce que ces personnes ont besoin de décharger cette douleur. Parce que pour certains, c'est essentiel, voire même vital, de pouvoir décharger tout ça. Donc, la part d'ombre du psychanalyste, ça va être davantage de savoir exprimer la sienne pour le lâcher prise. C'est-à-dire de faire abstraction entre « ce n'est pas ma vie ». Si maintenant on absorbe tout telle une éponge, on va se retrouver constamment complètement vidé et on va finir par limite croire certains délires que certains peuvent vous raconter. Et c'est là qu'on perd, on va dire, notre stabilité. Donc, le mieux à faire, c'est de se rappeler qui on est dans tout ça, soi-même, et de se retrouver finalement face à soi aussi, face à ses propres limites, par rapport à des échos dans notre propre analyse ou des choses comme ça. Maintenant, c'est surtout réussir à se dire, on va les aider. Ils vont se transformer, ça va se progresser, ça va devenir une vraie œuvre d'art. Et il faut que, on va dire, la personne qui vient vous consulter réussisse à comprendre que vous avez envie de travailler avec elle dans ce sens-là. Et c'est à partir de là qu'on a, j'ai envie de dire, un transfert positif qui est axé sur quelque chose. OK, on évoque des choses négatives, une grosse part d'ombre, ça va être dur, ça va être traumatique, ça va être désagréable, vous allez sortir en pleurant, en étant mal, etc. Mais après, au fur et à mesure, ça va commencer à aller de mieux en mieux. Pourquoi? Parce qu'en ayant, on va dire, assumé, accepté cette part d'ombre qu'on a tous en soi et aussi, naturellement, celle que les autres ont, je pense qu'on a fait quand même un grand pas. Bon, je ne vais pas continuer, hein, ça suffit, hein, je blablate, hein, donc voilà, pardon. Non, mais c'était très bien, Sabrina. Avant de laisser la parole maintenant à tous les élèves, Frédéric Vincent est là, il va peut-être nous dire quelque chose et après on laissera circuler la parole. Vas-y Frédéric. Bonsoir tout le monde. Bah, écoutez, je pense qu'il faut rendre à César ce qui est à César. Et s'il y a bien un philosophe qui a influencé vraiment tous les débats et toutes les discussions qu'il y a pu avoir autour de la part d'ombre, autant chez Freud que chez Jung ou que chez Lacan, c'est bien Nietzsche. Et cet ouvrage majeur chez lui qui s'appelle « La naissance de la tragédie grecque ». Alors, dans cet ouvrage, qui est un ovni dans l'histoire de la philosophie, eh bien, Nietzsche s'intéresse à deux figures mythologiques, Apollon et Dionysos. Apollon, dieu de la lumière, de la raison, et Dionysos, dieu de l'obscurité, dieu de l'ivresse, dieu de la déraison. Et donc, Nietzsche nous dit, donc, sous le charme de Dionysos, non seulement le lien se renoue d'homme à homme, mais même la nature qui nous est devenue étrangère, hostile ou asservie,
fête sa réconciliation avec l'homme, son fils prodigue. La terre offre d'elle-même ses dons, les bêtes fauves des rochers et des déserts approchent pacifiées. Le char de Dionysos se couvre de fleurs et de guirlandes, la panthère et le tigre marchent accouplés sous son joug. Qu'on transforme en un tableau le triomphal hymne à la joie de Beethoven et qu'on tâche d'égaler cette imagination qui voit les millions d'êtres se prosterner dans la poussière, on aura alors une idée approchant du dionysisme. Alors, ce qui va être assez énorme chez Nietzsche, c'est qu'il va être un critique de la part de lumière. Il dit que la douleur, finalement, vient de la part de lumière et pas de la part d'ombre. Renversement, effectivement, d'un système de pensée qui, depuis Socrate, estime que la souffrance vient effectivement de cette part obscure. Et Nietzsche renverse complètement le débat en disant que finalement, on souffre il y a une tyrannie de la lumière, une tyrannie de la raison. Et toute cette critique apportée par Nietzsche, ça va être suivi effectivement par la plupart des philosophes contemporains, puisque pense à Jacques Derrida, Deleuze, Guattari, bien d'autres, cette idée que finalement le rationalisme, dans sa manière excessive, eh bien, provoque et crée des pathologies. Jusqu'à présent, on a cette vision, de par notre éducation aussi catholique, que effectivement, c'est la folie, c'est l'ombre, ce sont les valeurs finalement sauvages, c'est l'animal qui est en nous qui crée la souffrance, et Nietzsche va renverser cette perspective en disant que finalement, c'est notre soif de perfection, notre soif de lumière qui nous met dans l'impasse. Donc, c'est une approche qui est intéressante et qui va bien évidemment beaucoup influencer Jung, avec son idée d'individuation, l'idée de justement trouver cette complémentarité entre Apollon et Dionysos. Nietzsche, quelque part, renverse la citation de Goya. Vous connaissez peut-être cette citation qui dit que le sommeil de la raison produit des monstres. Et Nietzsche va renverser cette perspective en disant que c'est l'insomnie de la raison qui produit des monstres. Et donc, il faut critiquer le rationalisme ambiant. Et c'est ce rationalisme-là qui, effectivement, produit des systèmes qu'on peut qualifier de schizoïdes, qui ne sont pas capables, finalement, d'entrer dans une sorte de complémentarité. Nietzsche nous dit aussi que c'est dans l'ombre qu'on observe au mieux la lumière. Oui. Et qu'il faut porter beaucoup de chaos en soi pour donner naissance à une étoile qui danse. Donc, il y a l'idée qui va être récupérée en analyse chez des psychanalystes, je pense notamment à James Hillman, qui, par exemple, s'offusque du côté rationnel de Freud, qui dit que Freud a cette posture de dire qu'il faut être apathique avec l'analysant, il faut être froid comme un chirurgien, il faut être rationnel comme un chirurgien. Et James Hillman dit non, au contraire, il faut utiliser son nom, ça veut dire qu'il faut mettre de l'excentricité, il faut être dionysiaque, il faut être un peu rocker. Et donc, il y a cette idée, effectivement, de pouvoir utiliser la part dionysiaque afin, effectivement, de pouvoir amener l'analysant vers un chemin d'individuation. Donc, il y a aussi, on peut dire que le dionysiaque, c'est aussi le côté anomique, c'est ce qu'il y a en dehors des lois, ce qui ne correspond pas aux lois de la cité, aux lois officielles. Donc, il y a un côté non officiel dans la part d'ombre. Donc, il y a aussi l'idée de transgression. Je rappelle que Dionysos, c'est un dieu transgressif. Je vous invite vivement, pour vous faire un petit peu une idée de ce que ça peut être le dionysisme ou cette part d'ombre telle que ça a été pensé chez Nietzsche, je vous renvoie au petit documentaire sur le mythe de Dionysos, produit par Arte et commenté par François Bunel. Donc, vous pouvez trouver ça sur Internet, sur YouTube. Vous marquez le mythe de Dionysos et ça vous raconte ce mythe. Donc, je rappelle que Dionysos, c'est le dieu qui est renvoyé de l'Olympe, c'est le dieu dont on s'est débarrassé. Et c'est un dieu qui va essayer de reconquérir sa place dans l'Olympe. Et le truc qu'il a trouvé, c'est d'enivrer les hommes. Et il arrive dans la cité de Thèbes et il remarque que c'est dirigé par un fonctionnaire, un énarque, et les gens s'ennuient. Les gens sont dans un ennui profond. Et du coup, ils sont malheureux, ils sont dépressifs. Alors Dionysos arrive et il enseigne le vin, il enseigne la fête, il fait danser les femmes. Alors l'énarque, il est complètement fou. Il dit, mais il faut que je me débarrasse de Dionysos parce qu'il est en train de rendre ma ville heureuse alors que moi, je veux la dominer.
Donc, il y a cette idée que la raison domine et que la raison apollinienne ne veut pas laisser sa place à la folie dionysiaque. Et donc, il y a cette idée à la fin de ce mythe où, effectivement, on retrouve toute la subtilité de l'individuation jungienne, qu'une vie finalement heureuse, elle est constituée d'une complémentarité entre Apollon et Dionysos, entre la raison et la folie. Donc, c'est une sagesse finalement qui est d'antique mémoire, hein, qu'on peut d'ailleurs aussi observer. Il y a des anthropologues aussi qui sont servis de Nietzsche pour observer des sociétés tribales, en disant que justement, il y avait un usage de cette part dionysiaque dans la construction de la vie sociale. Que, effectivement, je pense à tout le travail que j'ai fait sur les rites initiatiques, hein, que dans la majorité des sociétés humaines, je rappelle qu'on comptabilise 20 000 sociétés humaines dans le monde, et que dans la majorité de ces sociétés humaines, la plupart sont non rationnelles comme la nôtre. C'est-à-dire que la majorité de ces sociétés-là utilisent justement à la fois la composante rationnelle et la composante, délirante que représente Dionysos. Donc, c'est vraiment, je vous invite aussi à aller regarder sur YouTube, parce que je vous ai constitué des playlists sur la chaîne de l'APE, et il y a une playlist ethnographie, où effectivement, je vous ai mis des reportages sur certaines tribus, les Nambikwara en Amazonie, chez les Dogons du Mali, et c'est appréciable de voir comment dans ces sociétés-là, effectivement, on inclut la part d'ombre dans la vie quotidienne. Donc, vous voyez que l'hybris, ce qu'appelaient les Grecs appelaient ça l'hybris, la démesure, eh bien, ça peut quelque part avoir une utilité, non seulement d'un point de vue personnel, mais aussi d'un point de vue professionnel, hein. Effectivement, on peut utiliser cette part d'ombre avec bienveillance, avec intelligence, et construire sa personnalité clinique, autant gérer avec l'aide d'Apollon qu'avec l'aide de Dionysos. Donc, les deux dieux, hein, nous dit Nietzsche, sont finalement complémentaires et certainement bénéfiques dans tous les sens du terme. Donc, on aurait tort de se priver finalement de cette polarité qui est inhérente à Homo sapiens, hein, qui fait partie de nous. On aurait tort de s'en priver. Ce que remarquent la plupart des philosophes contemporains, c'est effectivement on est dans une société qui est hyper apollinienne, hyper rationnelle, qui fait tout pour empêcher finalement l'existence d'une part d'ombre dans la vie de tous les jours, hein. Je renvoie par exemple à tous les référés qui a pu avoir lieu contre les rêves parties, par exemple, parce que les rêves parties, c'est une manière d'intégrer la part d'ombre dans la vie sociale. Et donc, effectivement, nous pouvons observer des institutions qui tendent à réprimer effectivement tout ce qui est de l'ordre du dionysiaque. Voilà, Jung a eu ce souci finalement dans sa psychanalyse de réintroduire le dionysiaque dans le parcours du patient, autant que finalement et également dans le parcours de l'analyste. Et c'est pour ça qu'effectivement à la FE, eh bien, on donne une part importante à ce travail sur la part d'ombre, mais vu également comme un outil fantastique. J'en dis pas plus, hein, je pense que voilà. Je vous invite aussi également, si vous avez l'occasion il y a un petit ouvrage de Michel Maffezoli qui s'appelle La part du diable aux éditions Flammarion, et pareil, qui s'inscrit un petit peu dans cette mouvance nietzschéenne et vraiment qui apporte beaucoup en tout cas, et qui est écrit, c'est écrit de manière assez simple et sympathique. Merci Frédéric. Donc la parole circule. Vous avez sur vos écrans une petite main que vous pouvez mettre si vous voulez prendre la parole. Je peux demander peut-être au nouveau là comment se sent le Frédéric le nouveau, et si Marilyn aussi veut nous parler. Frédéric, allez-y peut-être, Frédéric. Comme Frédéric est un nouveau d'aujourd'hui. Là. C'est bon, on m'entend? Voilà, c'est bien Frédéric. Ok, bonjour, c'est moi, c'est ça. Voilà. Okay. J'ai écouté un peu distraitement, c'est la première fois que j'étais là, mais j'ai quand même écouté à la fois distraitement et attentivement. En tout cas, j'ai beaucoup apprécié que chacun donne son point de vue et ce que ça a évoqué pour lui. Donc j'aime vraiment ça, même, bon, je ne vais pas parler beaucoup, mais je pourrais avoir tendance, mais même en fait, il y a des redondances, je trouve ça bien que chacun
puisse tenir sa ligne et ce à quoi il a pensé. Et puis, moi, j'ai trouvé ça tellement enrichissant. J'ai écrit plein de choses, j'ai noté plein de choses et vraiment à tous les niveaux. Donc, j'ai pas grand-chose d'autre à dire que j'ai beaucoup apprécié ça. Ouais. Merci Voilà. Frédéric. Merci. Merci Frédéric. Marilyn, vous avez quelques mots à dire pour aussi cette avant-première Oui, je rejoins Frédéric, c'est pareil, c'était très intéressant. Je me suis retrouvée dans l'analyse de Thibaut. Voilà, après, tout était très intéressant. Il faut, pour moi, le temps d'arriver à m'intégrer dans le groupe et à pouvoir associer mon point de vue. Mais voilà, je suis très contente. Merci Marilyn. Quelqu'un veut prendre la parole? Est-ce que vous avez les uns, les unes, quelque chose à dire? Je voudrais dire quelque chose, si c'est possible. Ouais, allez-y. Ouais. Je veux dire d'abord merci parce que c'était très intéressant et très riche aussi. À quoi je pensais? Je vais essayer de parler doucement. J'ai pensé à Paul Denis dans ce livre qu'il est en train de lire en ce moment, Transfert contre transfert. Il a dit que dans certains moments, psychanalyste est sadique. Il est obligé d'être sadique. Par exemple, quand une personne vient avec son souffrance, psychanalyste, il prend l'argent. Normalement, on doit aider à quelqu'un gratuit, normalement dans les esprits des chrétiens, orthodoxes, musulmans, mais non, il faut faire ça. Donc, ça aussi, pardon, voilà. Et aussi les moments difficiles, garder les cadres. Quand personne, les patients, par exemple, il souffre, il veut parler quelque chose et on coupe parce que 60 minutes est fini. Donc, c'est aussi sadique. Et c'est le côté noir qu'on a obligé de sortir aussi. Ça m'a beaucoup touché à les phrases qu'Analyse travaille avec son ombre parce que c'est vrai. Il y a beaucoup des aspects, je ne vais pas parler, répéter maintenant ce qui était déjà dit, mais c'est vrai. Et je ne me souviens pas qui dit ça, que si on ne travaille pas avec son ombre, on va tomber dans le contre-transfert négatif. Et il faut être assez fort pour rentrer dans l'ombre, justement pour aider. Et c'est pas facile, pratiquement, je travaille pas beaucoup d'années, mais c'est peut-être les moments plus difficiles d'être sadique, vraiment. Donc, pardon. Merci beaucoup. Merci Olga. Quelqu'un d'autre veut prendre la parole? Ou alors c'était très riche et très dense. Je veux dire quelque chose qui peut faire réfléchir, qui m'est venu à l'idée, c'est que le feu, c'est la lumière. Et vous savez qu'il n'y a qu'une flamme ne fait pas d'ombre, et que la lune, c'est l'obscurité, et que sur la lune, il n'y a pas d'ombre. C'était ma petite phrase de réflexion. Est-ce que Frédéric, tu veux conclure? Alors, juste pour vous remercier tous, hein, je suis très heureux parce que effectivement, on trouve dans toutes ces propositions, on trouve effectivement des choses qui se complètent assez bien. Juste peut-être dire une chose, je pense que c'est important de pouvoir se donner cette liberté d'interprétation des concepts et de notions. De par mon expérience et ce que j'ai pu justement expérimenter dans d'autres écoles où on va venir imposer finalement une vision un peu dogmatique du concept, qu'il soit freudien ou jungien. Je trouve qu'il est important, et ce que j'ai appris plus tard, notamment grâce à Michel Maffezoli, j'ai appris justement cette liberté de
pouvoir interpréter le concept par rapport à ses intuitions et qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise interprétation, hein. Et ça, je trouve que vous l'avez tous prouvé ce soir et vraiment, j'en suis très heureux parce que je trouve que c'est un signe d'une bonne santé intellectuelle quelque part, hein. C'est signe qu'effectivement, il y a un creuset un petit peu qui se dessine où c'est comme ça aussi que ça a commencé la psychanalyse au départ, hein. Je le rappelle, quand il y a eu cette première association psychanalytique, la Société du psychologie du mercredi, effectivement, au tout début, hein, il fallait construire des concepts et donc ils se réunissaient autour de la table, ils prenaient un sujet dans une sorte de d'urne, hein, ils prenaient un sujet au hasard et ils devaient chacun disserter et dire comment ils ressentaient les choses. Les pionniers de la psychanalyse ne faisaient qu'effectivement interpréter de manière libre et, libérée de tout dogme. Et force est de constater qu'un siècle plus tard, effectivement, où on en est au niveau de la psychanalyse, beaucoup d'écoles ont créé des dogmes. Et moi, je me rappelle quand j'étais à la cause freudienne, on me disait il ne faut surtout pas lire Jung parce qu'effectivement, c'est du nazisme. On me disait ça clairement et de la part de dirigeants. Donc, il y a cette chape de plomb. Moi, j'ai vraiment plaisir aujourd'hui au fait qu'il y a plus cette chape de plomb et qu'on puisse, comme ça, échanger, dialoguer avec une immense liberté. Et ça, c'est une joie immense. Donc, voilà, je tiens à vous en féliciter pour ça. Je trouve que c'est vraiment très encourageant pour l'avenir de l'APE, votre avenir à vous, parce que je pense que c'est une bonne manière d'entamer, je dirais, votre future votre vocation. Je trouve que c'est une bonne manière de faire. Donc, vraiment, il faut qu'on puisse garder ce cap. Et je pense qu'on pourra justement réaliser de belles choses. Donc, soyons à la fois apolliniens et dionysiaques. Merci Frédéric. J'avais juste vu qu'il y avait Thierry qui voulait peut-être dire une petite phrase rapide avant de conclure. Thierry, c'est à vous. Je n'avais pas vu la main, je suis désolé. Oui, c'est pas grave, merci Stanislas. Oui, je vais essayer d'être bref, d'être verbatim. Oui, c'est vrai que la psychanalyse était connue surtout pour ces trois entités, qui est le ça, le surmoi et le moi. Mais bon, elle m'aura appris effectivement une quatrième entité qui est justement le soi, qu'on peut qualifier comme une sorte de part d'ombre, comme une part d'ombre de la lumière. D'où je vais revenir peut-être un petit peu là sur Sabrina et Frédéric, d'où l'intérêt justement pour le psychanalyste, justement d'être entouré justement pour éviter qu'il soit surpassé par ce soi, d'où cette part d'ombre, d'où que j'ai qualifié de quatrième entité par rapport aux trois précédentes qui sont bien connues, le ça, le surmoi et le moi, évidemment. Voilà ce que j'avais à dire. Merci beaucoup Thierry. Merci à tous et on se retrouve jeudi prochain. Passez une bonne soirée et merci à tous et à toutes. Beaucoup, Stanislas. Bonne soirée. Au revoir à tous. Au revoir. Bonsoir.